Alors, parlons d'un sujet qui est absolument partout en ce moment, l'intelligence artificielle générative. Ça a complètement explosé, ça change notre façon de créer de l'art, des textes, de la musique. Mais derrière cette révolution, il y a d'énormes questions juridiques qui se posent et qui nous emmènent sur un terrain complètement nouveau. Allez, on décortique ça ensemble. Prenez cette race par exemple. C'est un prompt, une simple instruction qu'on peut donner à une IA. Et hop, en quelques secondes, on obtient une image qui, avant, aurait demandé un talent de dingue et des heures de travail. C'est une puissance créative assez folle qui est maintenant accessible à n'importe qui. Et voilà, c'est là que les ennuis commencent. Parce que cette nouvelle magie, elle vient se fracasser contre des lois sur la propriété intellectuelle qui ont parfois plus d'un siècle. Alors, à qui appartient cette création? À la personne qui a écrit le prompt? À l'entreprise qui a créé l'IA? Ou à personne? Et attention, on n'est pas du tout dans un débat théorique. Le conflit, il est déjà bien réel, il est dans les tribunaux. Des géants comme le New York Times ou Disney ont déjà lancé des poursuites. Les artistes s'organisent pour se défendre. Le décor est planté pour une bataille juridique qui va vraiment définir la création de demain. Ok, pour y voir plus clair, il faut voir ça comme une bataille sur deux fronts. Le premier, c'est celui de l'entraînement, ce qu'on appelle l'input. En gros, on va regarder comment les IA sont nourries, comment elles apprennent. Le concept clé ici, c'est la fouille de données. Pour apprendre, les IA analysent des quantités astronomiques d'images, de textes, d'articles. Elles dévorent littéralement cette immense bibliothèque de la culture humaine pour en repérer les styles, les structures, les motifs. Et c'est là que la tension est à son comble. D'un côté, les entreprises de l'IA disent « Non mais attendez, c'est juste de l'apprentissage, comme un artiste qui va au musée pour s'inspirer ». Et de l'autre, beaucoup de créateurs répondent « Pas du tout, c'est du pillage à l'échelle industrielle, une contrefaçon massive de notre travail ». Alors qui a raison ? Face à ce problème, deux grandes philosophies juridiques s'opposent. En Europe, on a choisi un système qu'on appelle l'opt-out. Ça veut dire que par défaut, la fouille de données est autorisée. C'est au créateur de faire la démarche de dire « non, je ne veux pas ». Aux États-Unis, c'est beaucoup plus flou. Tout repose sur une vieille notion, le fair use, l'usage équitable. Il n'y a pas de règle claire, ce sont les juges qui décident au cas par cas si l'utilisation est transformative. Bref, c'est un vrai casse-tête juridique. Bon, ça, c'était le premier fond. Passons maintenant au deuxième, celui de la création, de l'output. Une fois que l'IA a appris, elle produit des choses. Mais quel est le statut juridique de ces images, de ces textes, de cette musique? La question est simple, directe, et la réponse va vraiment façonner l'avenir de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'une machine peut être considérée comme un auteur? En l'état actuel des choses, la réponse est un non catégorique. Et c'est une position quasi unanime à travers le monde. Une intelligence artificielle, ça ne peut pas être titulaire de droit d'auteur. Point. Mais alors pourquoi ce non si ferme? Eh bien parce que le droit d'auteur, surtout dans la tradition européenne et française, il protège ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit. Et cette notion est totalement liée à un créateur humain, une personne physique. Pour être protégée, une œuvre doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur, ce qu'une machine, par définition, ne peut pas avoir. Mais attention, c'est là que ça devient subtil. Si une IA crée quelque chose toute seule dans son coin, sans directive précise, cette création appartient à tout le monde, elle tombe dans le domaine public. En revanche, si un humain utilise l'IA comme un outil, un peu comme un pinceau ultra sophistiqué, et que son apport personnel est vraiment important, via des prompts très détaillés, des sélections, des retouches, alors l'œuvre finale pourrait être protégée par le droit d'auteur. La vraie question, c'est où s'arrête l'outil et où commence la créativité de celui qui le pilote. Ok, donc on a nos deux problèmes principaux, l'entraînement et la création. Voyons maintenant comment les grandes régions du monde essayent de mettre un peu d'ordre là-dedans et de tracer leurs propres règles du jeu. On voit tout de suite que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. L'Europe, elle, parie sur une loi forte, l'AI Act, qui impose notamment la transparence sur les données utilisées pour l'entraînement. Les États-Unis, eux, sont plus dans une logique d'attente. Ils laissent les tribunaux se débrouiller avec le fameux fair use, ce qui crée beaucoup d'incertitudes. Et la France, fidèle à sa grande tradition de défense du droit d'auteur, pousse pour une solution encore plus protectrice, une rémunération quasi systématique des créateurs. On se retrouve donc en plein milieu d'une période de brouillard juridique assez intense. La technologie va beaucoup plus vite que la loi. Et tout ça nous ramène finalement à une question qui paraissait toute simple avant. Et il faut bien comprendre que les choses évoluent à une vitesse hallucinante. Le procès du New York Times, ça date de fin 2023 à peine. En 2025, des pans entiers de l'AI Act européen vont s'appliquer. Et déjà, pour 2026, la France réfléchit à comment protéger le style même d'un artiste. Le terrain de jeu change en permanence. Mais au milieu de toute cette agitation, il y a quand même un principe qui reste, une sorte de boussole. Cette citation de l'Office américain du droit d'auteur le dit très bien, au cœur de tout ça. Il y a la protection des fruits du travail intellectuel qui viennent de la créativité humaine. C'est ça le principe fondateur. Et donc toute cette bataille technologique et juridique nous ramène à cette question finalement assez simple.
La réponse qu'on y apportera collectivement, elle ne va pas seulement décider du futur du droit d'auteur, mais aussi de ce que veut dire créer à notre époque. Est-ce que l'IA va rester un pinceau incroyablement sophistiqué, ou est-ce qu'elle va devenir l'artiste ? Le débat ne fait que commencer.